Regardez, regardez ce que Sméagol a trouvé. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre qui est la mécanique et plus précisément les mouvements paraboliques. En guise d'introduction, nous allons observer la photo suivante et nous allons nous poser comme question quel angle doit faire le canon pour obtenir la plus grande portée. La portée étant la distance horizontale parcourue par l'obus. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord préciser le contexte de l'étude du mouvement de l'obus. Ensuite, nous verrons ce qu'on appelle les équations horaires et enfin, nous établirons la trajectoire de l'obus. Quel est le contexte de notre étude? Pour le préciser, je vous fais apparaître le schéma suivant. Nous allons étudier le mouvement d'un obus de canon de masse petit m dans le champ de pesanteur terrestre. Je fais apparaître ici le vecteur G sur le schéma. Donc vous voyez que sa direction elle est verticale, dirigée vers le bas, et sa norme c'est 9,8 mètres fois seconde moins 2. À t égale à 0, on considère que l'obus a une vitesse initiale V0, et ce vecteur V0, vous voyez apparaître ici, fait un angle alpha par rapport à l'axe horizontal. En mécanique, on suit toujours les mêmes étapes pour résoudre un problème. Alors ces étapes, c'est les suivantes. D'abord, on définit le système. Donc le système ici, c'est notre obus de masse petit m. Ensuite, on fait le bilan des forces. Au cours du mouvement, on va considérer qu'il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur l'obus. Il s'agit de son poids. Je vais le faire apparaître ici. Donc, si l'obus est là, vous voyez, là, vous avez le vecteur poids qui est égal à m fois g. Donc, on a bien la même direction, le même sens que g. Et c'est juste que la norme est différente puisqu'on multiplie g par la masse de l'obus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la force qu'exerce le canon sur le boulet n'est pas prise en compte. Pourquoi? On considère qu'à t égale à 0, le canon a déjà propulsé l'obus. Cette force qu'a exercé le canon sur l'obus est prise en compte avec le vecteur vitesse initiale. La deuxième force que l'on n'a pas pris en compte et que l'on a négligée, c'est la force de frottement entre l'obus et l'air. Troisième étape, nous allons définir le repère. Jusqu'à maintenant, on avait vu uniquement des mouvements selon une dimension. Là, nous allons avoir un mouvement selon deux dimensions. Et quelle est la raison? En fait, nous avons deux vecteurs, le vecteur champ de gravitation qui définit en fait le vecteur poids, donc la force qui va agir sur l'obus, et le vecteur V0 qui ne sont pas collinéaires. Et donc ça impose que le mouvement va se faire dans le plan défini par ces deux vecteurs. Donc c'est bien le plan qui apparaît ici sur l'écran. On définit donc un repère à deux dimensions que vous voyez apparaître ici avec O ici l'origine, OX donc la direction horizontale et OY la direction verticale avec un sens, donc OX est de gauche à droite dans le sens défini par le vecteur V0 et OY montant. Alors on précise que l'origine a été choisie de manière à ce qu'elle corresponde à la position de l'obus à t égale à 0. Quatrième étape, on va définir les conditions initiales. Il y a deux conditions à préciser sur la position et sur la vitesse à t égale à 0. Donc la position, mais comme on vient de le voir, on a choisi l'origine de manière à ce que l'obus soit situé sur l'origine à t égale à 0. Donc les coordonnées de l'obus à t égale à 0, c'est bien 0, 0. Pour la vitesse, on a ici notre vecteur V0. Donc il va falloir donner les coordonnées de ce vecteur V0 dans notre repère. Alors la coordonnée selon OX, en fait on va projeter le vecteur V0 sur l'axe OX. Donc ici on a un triangle rectangle avec l'angle alpha ici. Donc là nous avons le côté adjacent, c'est l'hypoténuse, donc V0 fois cos alpha. De la même façon sur l'axe OY, donc je vais projeter V0 sur l'axe OY, je peux dire que là ça c'est le côté opposé. Et donc le côté opposé, c'est l'hypoténuse fois sinus alpha. Donc voici les coordonnées du vecteur V0. Sur x, V0 cos alpha. Sur y, V0 sinus alpha. Passons à la cinquième étape qui consiste à appliquer la deuxième loi de Newton à notre obus. Voici l'expression de la deuxième loi de Newton. A égale somme des forces sur M. Donc c'est une expression vectorielle. Vous devez toujours exprimer la deuxième loi de Newton sous forme de vecteur. Ici, vous vous rappelez que la seule force qui agit sur notre obus, c'est son poids. Donc je remplace somme des forces par mg. Les deux masses au numérateur et dénominateur vont pouvoir s'éliminer. Et donc j'obtiens A égale g. Cette expression-là de l'accélération, je vais la projeter sur mes deux axes de mes repères, OX, OY, pour avoir l'expression de A dans mon repère. Il suffit de donner les coordonnées de g dans ce repère.
Donc vous vous rappelez que G il était vertical descendant, donc sa projection selon l'axe horizontal sera nulle, et sa projection selon l'axe vertical sera négative, puisque vous vous rappelez que G était descendant, alors que notre axe vertical est montant. Alors maintenant, je vais appliquer les lois de la cinématique. Pourquoi? Parce que j'ai obtenu l'expression de l'accélération, et donc je vais chercher les expressions de la vitesse puis de la position. Au préalable, je vais vous faire des rappels sur les conditions initiales. La condition initiale sur la position, c'est 0, 0. Vous vous rappelez parce qu'on a posé notre origine à l'endroit où se trouve l'objet, donc l'obus ici, à l'instant initial. Et l'expression de la vitesse initiale, c'est V0 cos alpha selon x et V0 sinus alpha selon y. Contrairement au chapitre précédent, là nous avons des mouvements selon deux dimensions, OX, OY. Donc on va se ramener notre problème à des mouvements selon une dimension en décomposant le mouvement selon les deux axes de notre repère. Sur OX, on vient de voir que la coordonnée de l'accélération était nulle. Donc j'écris AX égale 0. Donc c'est là qu'intervient la cinématique. Une fois que j'ai l'expression de l'accélération, si je veux obtenir l'expression de la vitesse, je vais être obligé d'utiliser un outil mathématique qu'on appelle la primitive. C'est-à-dire je vais chercher la fonction qui, si je la dérive, retombe sur l'accélération. Quelle est la fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 0? En fait, c'est une fonction de valeur constante. La primitive de AX égale 0, ça sera une constante. Et ici, ce n'est pas n'importe laquelle, en fait, c'est la vitesse initiale. Donc V0 cos alpha. Ensuite, je vais appliquer le même principe pour trouver l'expression de ma position selon l'axe OX. Je vais primitiver cette fonction. Quelle est la fonction qui, une fois qu'on la dérive, donne une constante? C'est une fonction linéaire. X, ça sera égal à V0 cos alpha fois t. En toute rigueur, j'aurais dû rajouter plus x0, qui est la position initiale. Comme elle est nulle, donc je ne l'ai pas fait apparaître ici. Donc ici, nous avons un mouvement typique en mécanique, c'est le mouvement qu'on appelle rectiligne uniforme. C'est le mouvement à vitesse constante. Donc quand la vitesse est constante, l'accélération est nulle et la position augmente linéairement. Maintenant, nous allons procéder de la même façon sur l'axe OY. Donc cette fois-ci, l'accélération ne sera pas nulle, elle sera égale à moins g. Je primitive, donc cette fois-ci, j'ai une constante. Donc quelle est la fonction qui, une fois qu'on la dérive, donne une constante? C'est la fonction linéaire. Donc voilà l'expression de ma vitesse, c'est moins g fois t. Vous voyez, si je dérive ça, je retombe bien sur moins g. Et là, je n'oublie pas de rajouter la constante, qui n'est pas nulle, puisqu'elle correspond à la vitesse initiale sur l'axe OY. Maintenant, je vais de nouveau primitiver, et voilà la fonction que j'obtiens. La primitive en fait de moins g fois t, c'est moins g t carré sur 2. Pourquoi? Regardez ici, si je dérive cette fonction-là, la dérivée de t carré c'est 2t, donc les deux vont s'éliminer, et je retombe bien sur moins g fois t. Il ne faut pas que j'oublie de intégrer aussi v0 sinus alpha, et donc ça me fait v0 sinus alpha fois t, plus en toute rigueur y0, mais qui est nul ici. Donc voilà l'expression de la position de l'obus sur l'axe vertical, donc moins g sur 2 fois t carré, plus v0 sinus alpha fois t. Donc cette fois-ci, là, sur l'axe Y, on a un mouvement aussi très typique qu'on appelle le mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est-à-dire c'est un mouvement à accélération constante. À ce moment-là, lorsque l'accélération est constante, la vitesse va varier linéairement et la position va varier de manière parabolique en t carré. À présent, passons à l'expression de la trajectoire de l'obus. Cette trajectoire est la combinaison des deux équations horaires que l'on vient d'obtenir juste avant. Je vous réécris donc ici les deux expressions de la position de l'obus selon l'axe OX et selon l'axe OY. On va en fait les combiner pour éliminer le temps. L'expression la plus simple, c'est l'expression de x, puisque vous voyez qu'on n'a pas t carré. Donc de cette expression-là, je vais en tirer l'expression de t en front de x. Donc t c'est égal à x sur v0 cos alpha. Une fois que j'ai l'expression de t, je vais la reporter dans la deuxième équation. Ça va me donner ceci. Et là, je vais simplifier. Quand on divise sinus alpha par cos alpha, ça fait tangente alpha. Les deux v0 vont s'éliminer. Donc je vais bien obtenir tangente alpha fois x. Et là, voilà, j'ai juste mis x au carré. J'ai juste sorti de la parenthèse. Et après, j'ai juste recopié. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Et on dit qu'elle est parabolique, cette trajectoire, puisque ici apparaît notre x carré, ça c'est caractéristique des fonctions paraboliques. Donc voici une représentation de la trajectoire parabolique que va avoir l'obus. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: quel angle doit faire le canon pour obtenir la plus grande portée? Donc vous voyez l'angle ici qui apparaît sur la photo. On va relier cette question à notre étude précédente. Ici, j'ai fait apparaître donc le schéma correspondant à notre étude. Ici, vous avez l'équation de la trajectoire qu'on vient d'obtenir. Les deux angles alpha, vous voyez, qui sont ici. Avec, je vous rappelle, ce qu'on représentait alpha, c'est l'angle que fait le vecteur V0, vitesse initiale, par rapport à l'axe horizontal. Je vais vous préciser ce qu'est exactement la portée. En fait, la portée, c'est la distance que parcourt l'obus horizontalement. En fait, ça correspond, je le fais apparaître ici, à la position de l'obus
lorsque y est égal à 0. Lorsqu'on écrit ça, il y a deux solutions, c'est la position initiale et l'endroit ici. Cette phrase, je vais la traduire sous forme d'équation. En fait, il suffit de remplacer y par 0 et x par xp. Donc on obtient l'équation suivante. Et donc si on la résout, c'est-à-dire si je cherche l'expression de xp, il y a une première expression valeur qui est évidente, c'est xp égale à 0. Donc on retrouve bien notre position initiale. Ensuite, si je divise tout par xp, donc j'ai un seul xp et je vais l'extraire. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc xp égale tangente alpha fois 2v0 carré fois cos carré alpha que divise g. Je vais faire une simplification en disant que tangente alpha c'est sinus alpha sur cos alpha. Vous voyez là je vais pouvoir éliminer cos alpha au dénominateur et le carré du cos carré alpha ici. Et donc j'obtiens l'expression suivante, 2 sinus alpha fois cos alpha fois v0 carré que divise g. Alors maintenant je vais utiliser une relation de trigonométrie qui dit que 2 sinus A fois cos A égale sinus 2A. Donc xp, je peux l'écrire ainsi, sinus 2 alpha fois v0 carré que divise g. J'ai fait apparaître ici l'expression de xp en fonction de alpha que l'on vient d'établir. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est quelle est la valeur de alpha qui permet d'avoir xp maximal. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser une méthode mathématique qui consiste à dire que la valeur de alpha qui rend xp maximal annule la dérivée. Première étape, on va dériver xp par rapport à alpha. Je ne sais pas si vous avez encore en tête la dérivée de sinus u, c'est u' cos u. Je vais appliquer ceci à ma fonction. Donc j'obtiens 2 cos 2 alpha fois v0 carré, puisque la dérivée de 2 alpha c'est 2. Une fois que j'ai fait ça maintenant, j'extrais cos 2 alpha, puisqu'alpha étant ma variable, et 2v0 carré sur g étant une constante. Ensuite, maintenant, je vais chercher la valeur de alpha qui annule ma fonction dérivée que je viens d'établir ici. En fait, dit autrement, il faut chercher la valeur de 2 alpha qui rend cos 2 alpha nul. Quels sont les angles qui permettent d'avoir un cos nul? En fait, c'est pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc 2 alpha sera égal à, je prends la valeur positive, pi sur 2. Et donc ça correspond à un angle alpha de pi sur 4 en radian. Et si je le convertis en degrés, ça me fait 45 degrés. Ainsi, pour résumer, voici un schéma qui donne les différentes possibilités de la portée, vous voyez ici, en fonction de l'angle alpha. Donc vous voyez, lorsque l'angle alpha augmente, la portée augmente. J'ai la valeur maximum ici à 45. Si je continue d'augmenter mon angle alpha, donc si je passe par exemple de 45 à 60 degrés, vous voyez que la portée diminue. Donc j'ai bien un maximum, continue à diminuer pour 75, j'ai bien un maximum ici pour 45 degrés. Donc dit autrement, pour optimiser la portée de l'obus, on doit choisir un angle de 45 degrés entre le canon et le sol. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite bon vent les scientifiques.